Alors, le plan Gold, je savais même pas que ça existait avant, moi. J'ai appris ça, là, de la plume de nos estimés confrères, que cette idée qui a fait pas mal de bruit cette semaine, la LPHF, qui leur a montré comment innover aux autres avec cette idée du plan Gold. Donc, d'ailleurs, on va en parler en détail, là, mais, parce que j'ai pas tout compris. Et surtout, moi, j'aime beaucoup cette idée de l'équipe qui remporte le classement, choisit son adversaire. Ouais, Ça me plaît beaucoup. drôle, ça. Mais non, je savais pas que ça existait depuis longtemps. Du nom d'un gars qui s'appelait Gold, Exact. qui a accouché de cette idée, qui veut que, aussitôt que vous êtes mathématiquement éliminé, c'est l'équipe qui ramasse le plus de points à partir de ce moment-là qui remporte le premier choix au repêchage. C'est ça. Tu accumules des points. En fait, c'est pour décourager le tanking, le sabordage. Le sabordage. En faisant en sorte que, justement, à partir du moment où tu es mathématiquement éliminé, ben, au moins, au lieu de continuer à te laisser dériver, tu accumules des points. Et Mais puis... des points, là, parce que les points, pas des points, c'est pas d'autres points, c'est les points d'une victoire normale. Oui, ben oui, c'est ça. C'est pas des, Non, mais c'est pas des dollars Canadian Tire. C'est des points bonus que vous pouvez échanger contre des cartes cadeaux. Non, mais dans le libellé, au début, j'étais pas sûr. Mais ce que je comprends pas, c'est que, mettons, une équipe qui est éliminée, je sais pas, 2 mois avant la fin de la saison, cette équipe-là a pas mal plus de chances de ramasser plus de points. Effectivement. Il faut que tu sois vraiment mauvais pour être éliminé de 2 mois. Ouais, mais là, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois très mauvais rapidement et ensuite très bon. Ouais. Puis, non, mais c'est parce que, effectivement, mais c'est que si jamais tu es éliminé de la course extrêmement tôt dans la saison, c'est un petit peu normal aussi que tu te ramasses à être. À avoir le premier choix. Puis je sais pas dans quelle mesure il y a des équipes qui vont se dire aussitôt dans la saison, bon, let's go. Là, on perd. On plonge, oui, c'est ça. Puis là, on commence à accumuler pour qu'après ça, on se mette à gagner. Là, on gagne. Non, mais enfin, c'est ça. J'ai hâte de le voir en action. Peut-être d'avoir un exemple, ça va m'aider, mais je suis pas sûr. Surtout que sur une ligue à 6 équipes, la dynamique est assez différente. Ça, c'est la grosse affaire. Ouais. Si tu appliques ça à 32 équipes, ça serait différent. Ben, je pense que ce serait plus excitant. Là. C'est clair qu'il y aurait... il y aurait un peu plus il y a un caractère plus imprévisible à tout ça. Mais tu sais, à mon sens, ce que je trouve le fun, c'est que les idées que la LHPSHF et d'une certaine manière aussi, on l'a vu auparavant, la Ligue américaine de hockey essaie des trucs, puis ça devient des sortes de laboratoires pour la Ligue nationale qui peut après ça dire « Ah, ben là, ça fonctionnait ailleurs, on peut l'adopter. » Mais c'est bon qu'ils essaient d'innover. Ben oui, tout à fait. Non, puis ça ajoute assurément au spectacle. Et cette idée, et ça, malheureusement, je vois mal comment ça pourrait s'appliquer dans un format à 32 équipes, mais choisis ton adversaire. Je trouve que c'est un petit peu... Non, mais moi, je sais ce que je ferais. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, si tu avais à choisir ton adversaire, qu'est-ce que tu ferais? Je choisirais pas. Ouais, moi aussi. C'est ça. Moi, je ferais un gros show de TV avec 3 noms dans le chapeau, puis c'est ça que je ferais. Non, je trouve que c'est la meilleure façon de choisir ton adversaire. C'est une motivation extrême pour une équipe de se faire choisir. Je trouve que ça... Le classement a une valeur. Si tu fais un calendrier régulier, c'est pour déterminer quelque chose à la fin. C'est pas pour arriver à tirer au sort que les meilleures équipes choisissent leurs adversaires. Mais pour en revenir au fameux plan Gold, je pense que plus ça évolue, le monde du sport, avec les plafonds salariaux et tout ça, je pense que ça montre que le système qui a été établi il y a longtemps, où l'équipe de dernière place récolte le premier choix au repêchage, ce système-là est brisé. Puis dans la Ligue nationale particulièrement, parce que le plafond salarial est extrêmement restrictif, puis le système est fait en sorte que c'est impossible de dépenser de l'argent pour te reconstruire rapidement. Alors, tu n'as pas le choix, à un moment donné, comme gestionnaire, tu dis, OK, ben on va perdre pendant tant d'années, puis il y a des manœuvres qui sont faites pour perdre volontairement, et c'est l'intégrité du sport qui est touchée. Et il y a une proposition qui avait été émise, je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant, par des gens, des observateurs de la NBA qui proposaient un calendrier prédéterminé d'avance. Il y a 30 équipes. Oui, on a déjà parlé de ça. Une roue qui tourne puis qui fait en sorte que il y a 30 équipes dans la NBA, là, mais que, par exemple, sur une séquence de 6 saisons, une équipe sélectionnerait... C'est déjà inscrit là, que tu vas avoir le premier choix à tous les 30 ans, que tu vas repêcher dans les 5 premiers à tous les...
Ben ouais, non, mais à intervalle, mais sur ce serait équitable. sur 6 saisons, l'équipe qui a le premier choix, premier une année, 30e la deuxième année, 19e la troisième, 18e la quatrième, 7e l'année suivante, 6e l'autre année après. Mais et donc, toutes les équipes sont assurées de sélectionner dans le top 10 à intervalles réguliers et avoir des choix dans le top 5 aussi. Et là, ben, tu offres une prévisibilité. C'est presque ça. T'es pas loin. Chantal? Prévisibilité. Donc, c'est ça, aux dirigeants d'équipe. Puis, il n'y a pas d'incitatif à couler. Non. Tout ça, ta motivation, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Quelle idée! Puis si tu veux faire des transactions, tu peux dire, écoute, moi, dans 3 ans, je vais avoir un choix top 5, je vais te l'échanger. Puis... Mais ça, c'est écœurant, ça. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Ben, je ne sais pas, mais ça me semble... Je regarde à quel point... Regardez les équipes de bas de classement dans la Ligue nationale, là, puis c'est gênant, quelque part, de voir que des équipes acceptent volontairement de perdre pendant tant d'années que ça, puis d'offrir à leurs clients un produit qu'on sabote volontairement, alors que le prix des billets ne change pas, quoi que ce soit. Il me semble que tout le monde se battrait à la vie, à la mort là, pour avoir la meilleure équipe, puis... Hey, l'intégrité du sport en général serait meilleure. C'est bizarre. Est-ce que c'est la pire époque du sabordage? Je pense que oui. Hein? Il me semble que c'est depuis 2-3 ans. Est-ce que c'est moi ou c'est pire? C'est moi qui vieillis. C'était mieux. Ça, voilà, ma plus grande crainte. Me lever un matin en disant c'était mieux avant. Ben, c'est ma plus grande crainte. Mais je suis rendu là. C'est que d'un côté, je pense qu'il y a plus de parité que jamais. Ouais. Mais il y a le fait qu'il y ait des équipes qui prennent la décision d'entrée de jeu, cette année, on va être mauvais, fait en sorte que la parité n'inclut pas 3 ou 4 équipes qui, elles, ont décidé que ce serait le cas. Alors, là, cette année, c'est clair, du côté des Sharks de San Jose, mais en même temps, ben, je sais pas, le Canadien est en reconstruction, mais il ne s'aborde pas, là. Ben, bon sang, il s'aide pas, en tout cas. Pourquoi? Ben, je veux dire... Ben, si cette équipe-là... Toi, tu penses que le Canadien ne fait pas exprès pour perdre? Ben, écoute, dans les moyens qu'ils ont, à mon sens, étant donné qu'ils visent d'être bons à long terme, ils ne gaspillent pas de cartouches pour plus tard à des fins de gagner tout de suite. OK, mais on dit un peu la même affaire à l'envers, là. Non, moi, je pense pas qu'ils se sabordent, mais je pense pas qu'ils leur objectif. C'est clairement pas leur objectif. Les Blackhawks de Chicago l'année dernière, les Blackhawks de Chicago l'année dernière, cette année, ça, c'est du vrai sabordage. Oui, il y a différents degrés. C'est ça. Mais malheureusement, ce qu'on voit à Montréal depuis 2 ans, c'est pas du sabordage. Dans une équipe qui essaierait de gagner, Jake Allen n'aurait pas gardé un match depuis le mois de décembre. Non, puis je veux dire, il y aurait plein de petites affaires à faire là, pour essayer de ne pas perdre. Je ne sais plus, là, avec la négation, je suis rendu loin, mais... En tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est pas du pur sabordage, mais c'est pas clair, le contraire. Là. Mais c'est clair qu'effectivement, étant donné que ça a été tellement bien identifié que repêcher haut, aller chercher des jeunes joueurs et dans un contexte de plafond salarial est la meilleure façon de bâtir une équipe gagnante, bien que ce soit pas la seule. Hein. Boston puis Dallas sont des bons exemples. Il reste quand même que les équipes prennent cette décision-là consciemment de dire, ben nous, on arrive au bout de notre cycle, puis on sait qu'on peut pas devenir meilleur avec les joueurs qu'on a. Fait qu'on va simplement se mettre à vendre. C'est vrai ce que tu dis, Martin. Si tu peux pas dépenser plus, il n'y a pas 22 autres options. Là, exact. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est que si tu mets pas en valeur tes capacités financières, le Canadien est une équipe qui a les poches les plus profondes, qui, dans un contexte où il n'y aurait pas de plafond salarial, réglerait bien des problèmes bien rapidement. Ouais. Mais si tu as un plafond salarial, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'autre option à part repêcher puis espérer. Tu peux faire des manœuvres qui vont faire il y a des coups fumants dans le cadre de transactions. À un moment donné, tu vas aller chercher Philippe Danault dans une position où tu étais vendeur puis tu te ramasses avec le meilleur joueur. Ça va arriver des situations comme celle-là, mais sauf que tu peux pas non plus tabler là-dessus en disant ça va être ma stratégie puis ça va être porteur. T'sais. Moi, c'est ça. C'est un plan, comment dire, plus compliqué. Disons ça comme ça. Alors que de repêcher dans le top 5 3-4 années de suite, c'est plus simple. Le système actuel, ça fait en sorte que quand tu as une bonne équipe, tu es obligé de la démanteler rapidement. Tu sais, ça prend du temps avant de construire une bonne équipe. Là, regardez à Tampa le nombre de joueurs que Julien Brisebois a dû échanger année après année, là, des gars qui étaient importants dans son équipe. Fait que
le plafond est restrictif, il te force à démanteler ton équipe. Puis pour en assembler une, ça prend énormément de temps parce qu'il n'y a pas de raccourci. Le système décourage les bons joueurs d'aller sur le marché de l'autonomie parce que tu peux signer un contrat plus long avec l'équipe à laquelle tu appartiens déjà par rapport à si tu vas sur le marché. On ne peut pas offrir des salaires si mirobolants que ça aux joueurs qui tentent le marché de l'autonomie parce que le plafond est extrêmement restrictif puis il y a des limites qui sont fixées. La clause qui permet d'aller voler un joueur autonome avec restriction dans une autre équipe, personne s'en sert. Les pénalités, les choix de repêchage. Alors, la seule façon, c'est de bien repêcher et d'accumuler des choix et de finir dans le bas de classement. Et donc, pour tuer ça, il faudrait changer. Est-ce que ça porte un nom? Est-ce que ça porte un nom, la formule dont tu parlais? Ça s'appelle The Wheel. La roue, c'est un peu comme, je sais pas, la roue à The Price is Right. Là. Toutes les cases sont déjà déterminées et tu sais 30 ans, 32 ans à l'avance à quel rang tu vas repêcher. Les gars, je pense qu'on devrait faire de notre mission personnelle de faire avancer cette idée-là jusqu'à sa finalité. Mais je me pose la question de savoir, par exemple, si le fait que ce soit prédéterminé de cette manière-là, il y a une logique qui s'applique au basketball et peut-être moins au hockey parce qu'il y a moins de joueurs au basketball, puis l'impact direct de chaque individu est plus grand au basketball. Où, dans le fond, si tu as 5 vedettes, tu deviens imbattable. C'est un sport à maillon fort. C'est pour ça que c'est plate. Ben non, mais au hockey, ça va prendre quand même plus qu'un bon joueur. On l'a vu à maintes reprises. Edmonton est un bon exemple. C'est que aller chercher une seule vedette l'année où tu es bon, où tu repêches premier, suffira pas à faire de toi une bonne équipe. Il va falloir que tu continues de faire du travail autour. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais je vois pas en quoi The Wheel, mon nouveau... c'est mon nouveau... ton nouveau dada. Le bâton du pèlerin, mon vieux, puis j'y vais, là, c'est ma nouvelle raison de me lever le matin. C'est bien. Je suis content d'avoir convaincu aussi rapidement. Et que mes enfants se le tiennent pour dit. Non, mais j'adore ça. J'y ai pas pensé beaucoup, là. Tu viens de m'en parler. Ben, tu m'en as déjà parlé, mais j'y ai pas pensé beaucoup. Il y a peut-être des failles, mais... Je vois pas, parce que tu as raison de dire que le basket, c'est un sport. Il y a un nom pour ça, le chaînon. Des maillons forts. C'est ça, c'est un sport comparativement au soccer, qui est un sport à maillons faibles. Et le hockey aussi. C'est un débat. Okay. Honnêtement, c'est pas clair. C'est un sport à maillons. Mais, tu sais, mettons... le Canadien sous Bergevin, c'est une équipe à maillons faibles. Les Islanders de New York, une équipe à maillons faibles. C'est des équipes qui essaient de se construire sur leur profondeur, qui n'ont pas nécessairement des joueurs de tout premier plan. Le Wild du Minnesota, traditionnellement, équipe à maillons faibles. Mais tu regardes Edmonton, Toronto... Quand tu dis maillons faibles, tu dis... Le dirigeant de l'équipe se dit on va être aussi fort que notre... Exactement. Notre moins bon joueur va être pas pire bon. Étant donné qu'on n'a pas la crème de la crème, ou maintenant, sous Martin Saint-Louis, on parle beaucoup de monter notre plancher. On parle du plancher, du plafond. Fait qu'on n'est pas une équipe avec un plafond énorme, mais on va monter notre plancher. Fait que notre 4e trio va être meilleur que les autres 4e trios. Notre 3e va être meilleur que le 3e des autres équipes. Mais notre premier va être moins bon que les autres. Exactement. non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu vas te battre avec 12 attaquants au lieu de dire, ben là, alors voilà. Alors, juste pour boucler la boucle, même si effectivement le basket et le hockey se comparent mal en ce sens-là, la roue, on va appeler ça la roue. La roue. Parce que j'aimerais mieux que ce soit en français. J'aime ça. La roue. La roue. Et soyez là l'année prochaine, on va en parler tous les jours. Même quand on n'enregistre pas. OK, aujourd'hui, on rit bien, mais dur lendemain de veille pour le sport national. Une autre défaite où le Canadien a bien joué. Enfin, quelque chose du genre. Et plus qu'une semaine avant la date limite des transactions, c'est tellement hockey, épisode 301. Il est votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Hockey Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est une grosse machine, puis tu as l'impression d'être au volant d'une grosse machine, mais pas vraiment avoir de volant, puis pas vraiment avoir de piton pour diriger la machine. Alors, c'est un peu comme ça que le directeur général d'une fédération comme ça peut se sentir. Fait qu'essentiellement, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu marches dans un champ de mine,
quotidiennement. C'est essentiellement ça, la vie de directeur général d'Hockey Québec. Et puis, à un moment donné, cette situation-là ou cette façon de vivre-là, bien, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors, effectivement, je pense j'étais prêt à passer justement à autre chose et puis de vivre peut-être un peu moins de stress. Ouais. Hein? Moi, j'ai été surpris. J'avais pas. J'étais très enthousiaste. Bon, on va mettre les choses au clair là, tout de suite. J'ai pas une connaissance fine comment dire. Du travail que Jocelyn Thibault a abattu du temps qu'il a été là. Mais ce que je sais, c'est que son arrivée était réellement enthousiasmante. Puis pour avoir passé 1 heure avec lui l'été passé, alors qu'on l'avait reçu dans le cadre du balado estival, c'est quelqu'un qui m'avait fait une très, très, très bonne impression, vraiment. Et de l'entendre s'exprimer comme ça, d'abord, je pense que ça expose clairement le degré de difficulté que le job de directeur général de Hockey Québec suppose. Mais de le voir partir, c'est certainement une très, très mauvaise nouvelle. Ouais. Commençons par le début. Jocelyn Thibault, c'est une très, très bonne personne. C'est un homme de grande qualité et c'est quelqu'un qui aime faire les choses de la bonne façon. Quand il était étudiant dans la Ligue Midget, quand il jouait dans la Ligue Midget 3A, étudiant par excellence de l'année. Il jouait dans la Ligue junior majeure du Québec, étudiant par excellence de la Ligue. Carrière professionnelle impeccable. Il s'est lancé en affaires après sa carrière. Il a mis sur pied il a fondé un complexe de hockey à Sherbrooke avec une structure de développement exceptionnelle là-bas. Il s'est impliqué dans sa communauté. Il a voulu créer quelque chose qu'il n'y avait pas pour la jeunesse dans son coin. Il s'est porté acquéreur avec d'autres partenaires d'affaires du Phoenix de Sherbrooke, ce qui est devenu une concession exemplaire dans le hockey junior majeur canadien. Et quand il a vu que Hockey Québec était en crise en 2021, il y avait des sérieux problèmes. Et, il était sur le terrain avec son équipe junior. Là, il se promenait dans les arénas, il allait voir des matchs, faire du recrutement et tout ça. Donc, il avait une bonne connaissance du terrain. Il s'était impliqué avec ses filles aussi dans le hockey féminin. Et il a levé la main. Il était indépendant de fortune. Là. Il n'avait pas besoin de partir de sa maison de l'Estrie puis venir vivre la semaine à Montréal pour s'enfermer dans un bureau pour redresser le hockey. Là, il a levé la main. Il y avait un gros appel de candidature qui avait été fait à la grandeur de la province par le conseil d'administration. Il s'est présenté là, il a fait les entrevues, il a présenté sa vision, puis il s'est impliqué parce qu'il voulait aider et redresser la barque du hockey québécois. Et très rapidement, après son entrée en poste, il s'est aperçu que finalement, être directeur général de Hockey Québec, tu n'avais pas les leviers nécessaires, tu n'avais pas le pouvoir nécessaire pour prendre des orientations qui allaient percoler jusqu'au terrain, qui allaient être appliquées jusqu'au terrain. Et ceux qui ne sont pas familiers avec la structure de Hockey Québec, tu as un siège social à Montréal, la fédération, où tu as 24-25 employés. Puis dans toutes les régions du Québec, tu as une fédération régionale qui est là, où tu as des gens élus qui sont là, qui sont élus dans leur région pour s'occuper du hockey. Bénévolement? Non, il y a des gens qui sont rémunérés, il y a des employés permanents et tout ça, puis il y a des gens sur le conseil d'administration qui ne sont pas rémunérés, mais qui ont des comptes de dépenses et tout ça. Ça varie d'une région à l'autre. Et donc, tu as un centre de pouvoir qui est là, et eux, les régions sont responsables de donner les services sur le terrain, et tu as les associations locales, les associations de hockey mineur locales sur le terrain qui donnent le service aux gens. Et là, Jocelyn s'est aperçu que, il y avait un sérieux problème de gouvernance. Si tu n'es pas capable de faire passer des consignes du haut jusqu'au terrain, tu as un problème majeur. Il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de gouvernance importants, que les gens qui sont dans les régions, par exemple, membres des conseils d'administration, avaient les deux mains dans les opérations aussi. Il y avait une confusion des genres. Tu pouvais avoir un président de région qui était responsable de l'assignation des glaces, par exemple, en même temps dans les opérations. Donc là, ça donnait un pouvoir politique énorme
à cette personne-là de dire ah, mais si vous ne votez pas pour moi aux élections, vous n'aurez pas vos... Ce qui est embêtant c'est quand des situations un peu loufoques. Fait que là, avant même de commencer à faire du hockey, il fallait passer par une refonte complète de la gouvernance pour que la structure soit droite. Comme je disais, j'ai commencé en disant c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. C'était la cacophonie. Puis l'autre affaire, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a des situations, des problématiques qui se passaient dans les régions, puis les régions ne partageaient pas les problèmes qu'elles avaient avec avec le siège social. Avec le siège social. Alors, et ça, on en est témoin à toutes les saisons. Il y a des scandales qui sortent à un moment donné dans le hockey mineur, dans une région ou une autre. Puis là, le siège social était tenu dans l'ignorance de ça. Et là, c'est eux qui sont pointés du doigt. Hockey Québec ne fait pas son travail. Puis c'est le directeur général qui est appelé par les stations de radio puis par les médias pour commenter, pour expliquer. Bien là, écoutez, c'est épouvantable, puis on va prendre les mesures nécessaires. Ouais. Mais ils n'étaient même pas... ils étaient même pas au courant. Fait que... Là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le pouvoir pour faire les réformes qu'il voulait faire, qu'il était constamment appelé pour éteindre des feux qu'il n'avait pas allumés ou il ne connaissait pas l'existence. Et il trouvait ça extrêmement anxiogène. Tu ne peux pas faire ton travail. Et par-dessus ça, par-dessus cette situation invraisemblable-là, ingouvernable, tu as eu... Tout ce qui est arrivé, 3 semaines après son arrivée en poste en 2021, le premier ministre Legault lui a mis dans les pattes un comité sur l'avenir du hockey. Donc, lui venait pour prendre connaissance de l'environnement de Hockey Québec, des contraintes, des possibilités, puis élaborer un plan. Là, il s'est fait imposer de siéger pendant plusieurs mois sur un comité, puis d'entendre les suggestions de 12 autres personnes autour de la table au lieu de plancher sur son travail. Il y a eu le scandale de Hockey Canada qui a monopolisé les énergies de la Fédération pendant 3 ou 4 mois. Tu as eu le scandale des initiations au hockey junior, commission parlementaire, etc. Alors, il était constamment... dévié de sa trajectoire pour pouvoir plancher sur le hockey québécois. Et moi, souvent, à intervalles réguliers, au cours des 2 dernières années, depuis sa nomination, j'allais prendre un café avec Jocelyn, puis on jasait. Puis l'année passée, j'avais commencé à sentir que là, en bon québécois, il en avait plein son casque. Il avait commencé à en avoir plein son casque il n'y avait pas besoin de tous ces problèmes-là. Lui, il venait pour aider, puis finalement, il se rendait compte que ce bateau-là est très difficile à faire tourner et qu'il n'y a pas de collaboration, et qu'il y avait beaucoup de résistance sur le terrain. Hier, il a dit qu'il y a à peu près 50% des régions qui collaboraient, puis 50% qui étaient réfractaires aux idées, au changement, puis au progrès. Mais qu'est-ce que tu veux qu'à un moment donné, tu dis, écoute, je perds mon temps ici, de m'aller... Mais c'est clairement ça que... Et c'est extrêmement triste de voir cette situation. Mais je trouvais ça intéressant dans ta chronique quand tu mentionnais qu'il y avait une étude qui avait été commandée par une firme spécialisée qui disait qu'il avait identifié que les présidents des régions exerçaient des rapports de force au lieu d'avoir une relation qui était collaborative avec la fédération. Puis, tu sais, c'est ironique parce que Jocelyn Thibault est arrivé à Hockey Québec dans un contexte où on identifiait qu'il y avait un climat toxique qui partait d'en haut, autrefois, à l'époque de Paul Ménard. Alors, et dans ce temps-là, c'est sûr que les présidents d'associations, puis autour, en dessous, plus bas dans la pyramide, on pouvait bien dire qu'il y a un problème en haut. Mais là, tu peux plus identifier qu'en haut, c'est le problème parce que le leadership de Jocelyn Thibault ou les intentions qu'il avait en arrivant étaient claires, étaient saines, étaient bien motivées. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, il va falloir qu'on regarde le reste de la structure puis dire, bien, justement, s'il y a un problème de gouvernance qui fait en sorte qu'on est incapable de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, non seulement dans la réalisation des objectifs, mais aussi juste de dire que tout le monde s'entende sur quelles sont les priorités aussi. Parce que manifestement, il doit y avoir des gens qui, dans leur petit royaume, veulent que ça fonctionne d'une certaine manière où ils sont rois et maîtres de la façon de fonctionner et que finalement, leur pouvoir demeure plus important que le cheminement qu'on fait passer aux enfants puis le développement de l'athlète qui, dans le fond, devrait toujours être la priorité. Mais là, ça commence à faire plusieurs années où cet objectif-là, qui pourtant devrait aller de soi, semble s'être perdu d'abord à cause d'un climat toxique, mais aujourd'hui, à cause du fait que là, la structure fait en sorte que les intentions et les bonnes initiatives
se perdre dans la vapeur. Puis le terme qu'on a entendu souvent depuis que Jocelyn est là, c'est qu'il faut dépolitiser le hockey. Je trouve que c'est tellement ridicule de devoir faire ce constat-là. Comment le hockey mineur peut-il être politique? Mais si les gens des régions sont élus pour être là, puis les gens dans chaque association de hockey mineur sont élus pour être là, à un moment donné, ça crée quelque chose de malsain. Là, parce que tu as toujours dans chaque région, dans chaque association locale, un groupe qui s'est fait battre aux élections par l'autre groupe. Là, il y a des rancunes, puis des conflits qui se créent, puis c'est malsain. Puis... moi, dans les conversations que j'avais avec Jocelyn, je disais, voyons, pourquoi vous ne jetez pas ce système-là à terre? Vous dites dépolitiser, mais sortez-la la politique et que dans chaque région, ça soit, je ne sais pas, moi, 2 ou 3... La roue. Que ce soit des employés de Hockey Québec qui soient là, pas des gens élus, là, des gens qui sont formés à la fédération, qui adhèrent à la philosophie qu'on prend et que ce sont eux qui mènent les opérations dans les régions. Là, et que quand tu passes une commande, tu dis, bon, ben là, dorénavant, je sais pas, dans la catégorie atome, on va doubler le nombre de séances d'entraînement par année ou on va donner un traitement égal à tous les enfants, peu importe les catégories, tout ça, tu décroches. Puis ces gens-là le font appliquer sur le terrain. Puis ce sont quand les gens des associations locales s'adressent à quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est le représentant de la fédération provinciale. Et il y en aurait plus de politique, là. Un de mes dadas, moi, dans la vie, c'est d'appeler les gens des fédérations, des autres fédérations à travers le monde, dire comment vous avez du succès depuis un bout de temps, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis, les Suédois ont eu leur moment au début des années 2000 où ils ont dit là, on ne performe plus sur la scène internationale, il faut changer la façon de faire du hockey. Puis, on fait une autre réflexion 12-13 ans après en disant il faut que les enfants aient plus de plaisir à jouer. Puis, ils ont fait d'autres réformes. Les Finlandais en ont fait, les Allemands sont émergents parce qu'ils ont investi, ils ont décidé d'investir dans la formation de leurs entraîneurs et tout ça. On est plus complaisants ici dans nos vieilles façons de faire. Ben c'est ça, mais eux, quand je leur parle, c'est des dirigeants de fédération-là, ils disent, bon, oui, on a décidé, on s'est assis avec nos gens, puis on a décidé des orientations, puis on les a appliquées. Mais ici, on dirait que c'est la queue qui remue le chien, puis là, mais si tu as une structure de deuxième niveau qui résiste à ce que le premier niveau demande, comment tu veux aboutir? Ça fonctionnera pas. Puis Jocelyn disait toujours... nous, si on disait, par exemple, que Hockey Québec était une entreprise, là, nos détaillants, ce sont les associations de hockey mineurs locales. Ce sont eux qui sont en contact avec le client, ce sont eux qui offrent les services. Ouais. C'est pas normal que Hockey Québec, la fédération, ne soit pas capable d'être en contact direct avec l'association de hockey mineur local. C'est un tampon, tu as la région qui est entre les deux. Alors, il faut aider les gens qui sont sur le terrain, qui donnent les services. C'est eux qui embauchent les entraîneurs, c'est eux qui forment les équipes et tout ça. Puis on n'a pas ce contact-là. C'est complètement anormal, c'est dysfonctionnel. Alors, moi, je pense que la solution, c'est de faire sauter les paliers élus, là, le palier régional élu, puis que, OK, il y a de l'argent, ces gens-là ont des budgets pour avoir des employés permanents, c'est ça, mais que cet argent-là soit utilisé par Hockey Québec pour placer des employés permanents qui sont là, qui vont avoir une vision à long terme, qui n'auront pas de parti pris sur le terrain, qui n'auront pas d'élection. Ça libérerait tout le monde. Puis qu'on exécute qu'est-ce qu'on commande. Mais Jocelyn Thibault, en tant que directeur général, n'avait pas le pouvoir de faire éclater cette structure-là. Il faudrait que ça vienne, par exemple, du ministère du Sport, Isabelle Charret, etc. Moi, je pense qu'il faudrait que ça vienne du gouvernement, honnêtement, parce que là, tout le monde... Jocelyn Thibault quitte ses fonctions parce que tout le monde défend son fief. Mais là, c'est sûr que si quelqu'un arrive avec une proposition, on dirait OK, on va s'aborder tout le monde, on va s'aborder notre structure élue. Il n'y a personne. Ça n'arrivera pas. Il y en a peut-être la moitié des régions qui vont dire OK, on va collaborer autrement, puis on ne sera plus élu, puis on va participer au hockey. Mais il y en a. C'est comme faire au plan au niveau du hockey. Au Québec, l'équivalent des fusions municipales. C'est quasiment ça qu'il faudrait qu'ils fassent. Oui, abolir des fiefs. Il n'y a aucune raison que le sport mineur soit politique. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. C'est bon pour personne. C'est bon pour... Mais même parce que, comme tu disais, ça crée des tensions. Personne n'a besoin de ces tensions-là. Les parents ou enfin les gens qui veulent s'impliquer,
et qui se font pas élire n'ont pas besoin d'être fâchés de ne pas être élus. Personne n'a besoin de ça. Cette ambiance-là, elle ne peut être que néfaste. Puis, il ne devrait pas y avoir de questionnement. Je ne pense pas que quand Hockey USA prend une décision sur des orientations en matière de développement, que les gens du Massachusetts ou du Minnesota lèvent la main et disent hey, on va faire comme on va. En même temps, tout le monde, les autres qui connaissent ça. Non, c'est mais pas l'Oregon qui va... À un moment donné, il y a une fédération qui existe. Il faut que la chaîne de commandement soit respectée. Pensez-vous que c'est assez gros? Nous autres, on trouve ça bien dramatique. Là. Pensez-vous que ça l'est suffisamment pour que justement le gouvernement c'est parce qu'à partir du moment où un homme de l'envergure de Jocelyn Thibault reconnaît qu'il y a un problème qu'il ne peut pas surmonter. Ouais. Puis il l'a expliqué clairement. Clairement, qu'il était une des meilleures personnes qu'on aurait pu imaginer pour ce poste-là. Si lui n'y arrive pas, qui peut y arriver à sa place? Alors, probablement que sa démission doit servir de signal d'alarme pour que les gens qui sont en position d'apporter des changements structurels disent « OK, là, ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on ne ferait que poursuivre le problème en trouvant un remplaçant ou quelqu'un qui va essayer de faire encore davantage de compromis avec le terme que tu employais, des roitelets. Visiblement, c'est ça la job. Là. Visiblement, la job, c'est ça. C'est de composer, de naviguer. Là, Mais ça, c'est important de pouvoir être diplomate puis pouvoir coordonner. Pis tout le monde s'entend avec ça, sauf qu'à un moment donné, il y a une direction. Tu sais, c'est pas pour rien que tu t'appelles un directeur général parce que dans ton poste, tu donnes une direction. Mais si la direction que tu donnes, la moitié du monde ne l'écoute pas, c'est qu'à un moment donné, le canal doit être revu. Ouais. Puis il y a des gens à l'interne qui disent que Jocelyn a peut-être manqué de patience un peu parce que l'été dernier, à l'Assemblée générale d'Hockey Québec, les nouvelles règles de gouvernance ont été votées. Ils ont réussi à les faire adopter par les régions et tout ça. Et les gens sur le terrain disent on va les voir, les effets de ça. La gouvernance va s'améliorer. Il va y avoir des vrais conseils d'administration qui vont juste s'occuper de donner les orientations stratégiques qui ne seront pas mêlés aux opérations. Ce ne sera pas des gens qui vont se présenter là en élection puis avoir avec un programme électoral. Là, il va y avoir un comité de candidature qui va regarder des gens qui vont s'impliquer là, des fois qui n'auront pas un rapport avec le hockey, qui vont avoir une expérience en droit, en communication, en marketing aussi ça. Puis ils disent ça va s'appliquer au cours des prochaines années. Fait que Jocelyn est peut-être manquer un petit peu de patience, mais peut-être que Jocelyn aussi regardait ça aller et disait ça va prendre 5, 6, 7 ans avant de puis je ne veux pas passer toute ma vie à juste attendre que la gouvernance s'améliore. Mais visiblement, c'est un homme d'action qui arrivait là pour donner un coup de barre, pour dire on va faire des changements. Puis je pense qu'il s'est rendu compte que finalement, tout le temps qu'il avait passé là avait eu peu d'effet sur le terrain encore et qu'il était encore pris avec des affaires de structure. Il a dit bonsoir tout le monde. Il avait dit en arrivant, je veux ramener le plaisir. Tu sais, on parle... Changer la culture. On parle d'un jeu, on parle du sport national. Tu sais, enfin... Et si... c'est ça. Est-ce que le plaisir... Où est le plaisir? Sera-t-il de retour? Moi, j'ai peur. J'ai peur que ça passe un peu. Là, comme là, c'est ça. Aujourd'hui, on trouve ça grave, mais j'ai peur que ça passe. Moi, j'ai été frappé par la réaction du public qui... tout le monde... Personne n'a l'air surpris, tu sais. C'est comme, la bureaucratie aura eu raison de quelqu'un d'autre, tu sais. Alors, si ça devient si évident qu'une personne qui est remplie de bonne volonté arrive en poste puis tout ce qu'elle va faire, c'est des coups d'épée dans l'eau, c'est inquiétant. Alors, oui, effectivement, c'est triste. On n'a rien à se reprocher puis à sortir du site avec la tête à terre. Là. On a de cette équipe-là, je pense qu'ils ont 4 défaites dans les 27 derniers matchs. On leur a donné une game dans leur aréna. On a pris un step à soir, là, pas juste côté notre game collective, engagé physiquement. C'était le fun à coacher ce game-là. Oh! Hein? Martin Saint-Louis, après la défaite en fusillade du Canadien contre les puissants Panthers... puissantes? Panthers, enfin. Non, les puissants. C'est une équipe.
Les Panthers de la Floride. Voilà, non, mais je précise que l'audio, le clip a été enregistré après ce match-là parce que ça aurait pu être n'importe quel autre match où le Canadien s'est pas fait sacrer une volée. Il y en a eu quelques-uns cette année. Non, pour vrai, c'est un bon match du Canadien jeudi. Ça a été un bon match. Moi, j'ai aimé ce match-là. Le Canadien a été beaucoup plus... En fait, après la victoire moribonde, c'est ça. plutôt cette semaine, face aux Coyotes de l'Arizona, Martin Saint-Louis réclamait beaucoup plus d'engagement puis un meilleur rythme de la part de son équipe. Puis je pense que tu demandais il y a quelques instants où est le plaisir. Bien, Martin Saint-Louis en a eu en voyant la façon dont ses joueurs avaient répondu. Parce qu'effectivement, quand le Canadien est à son mieux, il ne gagne pas nécessairement beaucoup plus de matchs, mais au moins, il montre à quel point il peut rivaliser puis être un adversaire beaucoup plus teigneux que ce à quoi on s'attendait. J'ai bien aimé aussi dans son point de presse après le match, Saint-Louis disait l'année passée, les Panthers nous donnaient des volets, mais cette année, ça fait 3 fois de suite qu'on est à égalité avec eux en 3e période. Alors, je pense que ça, c'est le genre de petites victoires sur lesquelles les joueurs du Canadien vont tabler pour dire, OK, on n'est peut-être pas si loin que ça. En effet, je pense que quand on regarde la formation, ils sont loin du compte quand même. Mais je pense que c'est surtout dans la façon dont tu approches les matchs, puis dire, OK, on est-tu dedans ou on n'est pas dedans? Puis je pense que ça commence, dans le cas du Canadien, ça commence beaucoup avec Nick Suzuki également. Dans la façon dont il a pris le contrôle de ce match-là du côté du Canadien hier, c'était assez impressionnant. On parle beaucoup de la progression des jeunes joueurs cette année, mais on a toujours pris pour acquis. C'est comme si Nick Suzuki n'était plus un jeune joueur. C'est un vétéran. C'est un vétéran. De capitaine. 24. Oui. Ouais. Mais lui aussi, c'est important qu'on voit une progression chez lui. Puis tu sais, il y a toujours eu un rendement qui fait en sorte que même s'il y avait une progression statistique légère d'année en année, on était devant une situation cette année où il aurait très bien pu, par son rendement cette année, dire voici qui je suis comme joueur. Mais là, il a pris. C'est le plus gros bond, du moins, pas seulement statistique, mais je pense au plan des responsabilités, de la qualité du jeu d'ensemble. Mais mettons, ne serait-ce que statistique, c'est le plus gros bond qu'il connaît depuis son année recrue, entre sa première et sa 2e saison. Alors, il n'est pas nécessairement le gars qu'on pensait qu'il était. Il suggère que sa progression peut encore continuer pendant X nombre d'années. Puis, étant donné qu'il est une des choses qui est la plus évidente de son côté, c'est qu'autrefois, on le voyait passer des hauts et des bas. Il y avait des creux de vague à un moment donné en mi-saison. Tu dis, pendant 15-20 matchs, tu dis, voyons, il n'est pas tout à fait là. Mais il a été d'une régularité cette année qui a été frappante. Alors, pour une équipe qui cherche de la constance puis qui cherche à se donner une cohésion, bien, au moins leur capitaine, c'est un métronome, c'est lui qui donne la cadence. Puis à ce niveau-là, je pense que ça doit être rassurant pour le Canadien d'avoir Suzuki dans son alignement. C'est un mois impressionnant qui vient de se terminer aussi, le 2e meilleur buteur de la Ligue derrière Austin Matthews durant le mois de février. Probablement son meilleur mois dans la Ligue nationale depuis son arrivée. Puis je regardais les statistiques hier. Le Canadien a eu 14 chances de marquer de qualité dans le match. Le trio de Suzuki en a eu 11 sur les 14. Alors, ça donne une idée du reste de l'alignement. Quand tu dis ils sont peut-être pas aussi proches ils sont peut-être pas aussi proches qu'ils le disent. Ce ligne-là est proche. Ouais, les 3 autres, c'est ça. Puis Caulfield et Magané, comme on disait disait dans Snapchat. Vous avez manqué ça avant d'enregistrer. Martin nous a fait toutes les répliques, presque toutes. Alors, non, il en reste. Alors, tu sais, Cole, c'est une terreur, mais Cole et Magané. Alors tu sais, quand on regarde ça, bon, ce trio-là, c'est une bonne nouvelle, mais ça a été quand même un drôle de match hier. Le Canadien a eu une très bonne première période. En deuxième, l'équipe n'a pas touché à la rondelle jusque dans les dernières secondes, où il y a eu 4 chances de marquer, je pense, dans les 30 dernières secondes de la période. Et Slafkovský a réussi à marquer pour créer l'égalité puis changer un peu l'allure de la rencontre. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est la 3e période du Canadien. Là, quand Sam Reinhart a marqué
c'était un mauvais but que Montembeault a accordé là, en désavantage numérique. C'était un tir parfait de Reinhardt, mais c'était un mauvais but accordé par Montembeault. Mais les Panthers n'avaient pas eu une chance de marquer encore. Il y avait 13 minutes d'écoulées dans la période et ils n'avaient pas encore obtenu une chance de marquer. Et les Panthers ont eu une chance de marquer de qualité en troisième période et ils ont rien eu en prolongation. Donc, on parle d'une équipe qui a fini le mois avec une fiche de 9-2, là, et Martin le disait, 4 défaites dans leurs 27 derniers matchs. Alors, ils ont fait des bonnes choses dans ce match-là, mais c'est ça. Il reste encore du chemin à faire. Quand ils sont proches du banc, ça aide. Quand ils sont en deuxième période. Mais tu parles de Sam Reinhardt. Tu parles de Sam Reinhardt. C'est intriguant. C'est un gars qui arrive en fin de contrat avec les Panthers de la Floride. Puis je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il reste en Floride. Il connaît une saison absolument extraordinaire. Il a atteint hier le cap des 40 buts. Oui. Mais il est premier de la Ligue pour les buts en avantage numérique. Il est premier de la Ligue pour les buts en désavantage numérique. Et il a un taux de conversion de ses lancers de 24,8 %, ce qui est absolument, ce qui est le double de ce qu'on voit de la norme. Alors, il connaît la saison de sa vie au bon moment, mais j'ai hâte de voir si dans tout ça, autant il est un joueur utile et fondamental dans les succès des Panthers cette année, autant je me demande si il va chercher à être payé sur la balloune de cette année-ci au lieu de l'ensemble de ses performances. Alors, il y a quand même un risque du côté des Panthers de donner à ce gars-là un contrat qui risque fort de quand même de le ramener. Les statistiques risquent de le ramener sur Terre. Ben oui. Bien rapidement. C'est pas une cadence que tu gardes pendant des années. Non, même déjà que impossible. Ça tienne cette année, c'est impressionnant. C'est quoi, c'est un marqueur de 30 buts plus en temps normal? Ou... Ben écoute, il est quand même, tu sais, là, il a 28 ans. Il arrive à son plafond. C'est lui. Je pense qu'à 35, je pense qu'à 35 buts, c'est un excellent joueur de hockey, mais je pense qu'un 35... C'est pas un marqueur de 50 buts. 35-70, là, 35 buts, 70 passes, tu peux t'attendre à ça. Mais là, en ce moment, il est tout feu, tout flamme. Ça ressemble... c'est le même genre de ballon sur laquelle surfait son coéquipier Matthew Tkachuk il n'y a pas si longtemps. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant... Une ballonne au bon moment, aussi, comme tu... Oui, tout à fait. Sa moyenne en carrière est à 15 % quand même. C'est quand même bon. Oui. Mais c'est ça. C'est 24 %, c'est intenable. OK, Sam, prends ça. T'as des gars qui ont connu ce genre de séquence-là où pendant même plus qu'une année, on réussit à tenir un taux de conversion de lancer qui nous apparaît intenable. Alex Killorn, c'est un gars qui, justement, je pense pas, 2 années sur 3, était au-dessus de 20 %. Puis alors, il produisait un rythme fou. Ouais. Mais quand tu regardes ces statistiques-là, à un moment donné, tu te dis c'est pas nécessairement... faut pas quand même juste s'attarder sur l'arbre qui cache la forêt. Parlant de Sam, parlons un peu de Montembeault. Moi, je me rappelais pas de l'avoir vu fâché. Ou enfin, tu sais, c'est un gars tellement affable, puis il a l'air super smooth. Il était en colère hier quand il a quitté la patinoire. Peut-être contre lui-même un peu. Je pense que c'est ce qu'on a compris. Ouais, parce que c'est une feinte à la Saku Koivu qui s'est fait servir par Anton Lundell. Ouais. Et puis, peut-être que lui, il s'est dit, mais là, à la vitesse où Lundell est arrivé, j'aurais dû le suivre davantage. Mais je pense que Montembeault n'a pas encore eu de victoire contre son ancienne équipe. Ça doit le gosser, comme on dit en bon français. Sam gosse. Ouais, ça doit le déranger pas mal, puis il doit se dire à un moment donné, là, j'ai hâte de les battre. Okay. Alors, c'est un objectif qui était tout à fait à sa portée hier. Ouais, je ne sais pas si c'est le but de Lundell ou le but de Reinhardt qui l'a plus fâché, parce que on s'entend, le Canadien avait presque monté le poisson à bord de la chaloupe. Là, il restait pas grand-chose. Ils l'ont échappé juste avant de l'embarquer à bord. Mais le but en désavantage numérique, le Canadien est rendu à 10 buts donnés à l'adversaire, alors qu'eux sont en supériorité numérique. Ils sont premiers de la Ligue à ce niveau-là. On est premiers dans quelque chose. Yeah! Mais les Panthers sont ex-aequo au deuxième rang avec 8 buts accordés à 5 contre 4. Mais c'est beaucoup de buts, là. Oui, mais où était le banc?
le banc est où quand ça arrive? Parce que je pense que c'est un élément... Non, mais les unités spéciales, c'est extrêmement problématique. Ça a un effet sur la plupart des matchs de l'équipe. Et un autre but accordé en désavantage numérique hier, quand tu en accordes en avantage numérique en plus, ça fait très mal. Lâchez pas. Premier dans toute la ligue. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. Je m'en veux parce que j'ai perdu le courriel du créateur de cette version et j'aimerais lui donner le crédit quand on la passe, parce qu'on s'entend que ça mérite au moins ça. Hein? Ben oui. Au moins, au minimum. Alors, appel à tous, si le créateur est à l'écoute. Ben, c'est pas appel à tous, c'est juste appel à lui. T'as raison. Appel au créateur. Non, mais à ceux qui connaissent le créateur aussi. Ça aussi. Si vous connaissez le créateur, parce que Si on arrive peut-être avec que le créateur plusieurs a noms, autre chose ça à va faire. Là, être- peut-être qu'il n'est pas en train de nous écouter. Donc, C'est vraiment notre thème préféré et je trouve ça c'est inexcusable qu'on ait perdu T'as raison. Mais regarde, c'est les pas la coordonnées ou l'identité. C'est pas la première affaire que j'échappe. On s'entend. Donc, on peut dire que c'est un échappé collectif. Ah, ouais, si tu veux prendre le blâme avec moi, je vais l'accepter. Donc, si le créateur est à l'écoute ou si vous connaissez le créateur, ou peut-être que le créateur aimerait ça qu'on continue de référer à lui comme étant Le créateur. Parce qu'entre nous, c'est pas si pire. Avec un C majuscule. Avec un C majuscule. Bref, faites-nous signe, puis on va rectifier le tir. Tout ça pour dire qu'on a demandé à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport s'ils avaient en tête un joueur surprise. On voulait un joueur surprise. Pas là, le tableau là, de The Athletic ou de Sportsnet. Ils ont leur tableau. Et vous voyez où je prends mes informations. Un tableau des joueurs susceptibles de changer d'adresse. Donc, un joueur surprise qui changera d'adresse à la date limite des échanges. Alors, sur Facebook, on a Simon qui dit Stamkos. Non, je pense pas. Non, mais ce serait une surprise. Ça serait une surprise. Ce serait une surprise. C'est exactement la définition. Voilà. Ça serait une énorme Ça surprise. serait une très grosse surprise. Pascal sur Facebook. Brady Tkachuk à Boston contre Linus Ullmark. Non. Surprise. Yves Parenteau, c'est bon ça, sur Facebook. Johnny Gaudreau. Ah, OK. Comment? Intéressant. Olivier, Yoel Armia. Yoel? Est-ce qu'on a parlé de Yoel? Il faut qu'on parle de Yoel, les gars. Qu'est-ce Non, que tu je sais veux? pas. Je sais pas. Est-ce que, si Yoel Armia était échangé, ce serait une surprise. Ça serait une surprise. Oui, assurément. Il n'y a pas. À une équipe de tête, hein, genre, ce serait une surprise. Je pense. Tu sais, il connaît une meilleure saison. Puis, tu sais, il est dans son. Sa façon de jouer fait en sorte qu'il peut susciter un certain intérêt, mais il y a quand même un contrat qui est problématique pour le rendement qu'il offre. Alors, je pense pas que. Tu l'aurais pour deux. Tu l'aurais pour deux Oui, mais séries. je Pas sais. deux séries, mais deux printemps. Je sais, mais sauf que normalement, surtout un joueur comme lui, tu vas le chercher à court terme en disant là, il est sur une bonne séquence, je vais en profiter. Tu sais, Anthony Manta, en ce moment, à Washington, Ouais. qui est un gars qui a eu beaucoup de hauts et de bas au courant de sa carrière. Une équipe pour aller chercher en disant là, il est sur Il est dans un haut. Il y a toute il est une dans un saison. haut, il a une excellente saison, il joue pour un contrat, je vais ramasser des bénéfices. Je vais aller chercher maintenant. Ce ne sera pas moi qui va lui donner un contrat à long terme, mais il serait payant maintenant. Armia, tu peux pas faire exactement ce genre de coup-là avec un gars C'est ça. qui reste encore Parce du que, contrat. parce que tu commences la saison suivante, tu fais Ah, j'avais oublié. Yoel est encore là. J'avais pas pensé à ça. Sur Facebook, Sébastien, Mathieu Olivier à Boston. Ouais, peut-être. Je sais pas si Boston. J'imagine que Boston va être une équipe dynamique dans la semaine qui vient. Ben là, avec. Il est question. Un auditeur a parlé de Linus Ullmark. Avec le mouvement ou l'absence de mouvement devant le filet, il y a quand même des équipes qui ont des besoins devant le filet. Puis il y a plusieurs noms qui ont circulé. Sauf que les Prédateurs de Nashville, il y avait le nom de Jussi Saros qui flottait un petit peu. Et les Prédateurs de Nashville ont fait savoir que Saros ne serait pas échangé. Jacob Markstrom, c'est vraiment pas clair du tout qu'il va quitter Calgary. Tandis que les Bruins, eux autres, ils regardent ça et ils disent nous, on a deux très bons gardiens de but.
On a des endroits dans notre formation où on aimerait s'améliorer. La ligne de centre, la défense. On pourrait prendre on pourrait prendre Ullmark et puis l'échanger afin de combler d'autres besoins. Puis on aurait encore quand même Jeremy Swayman qui est tout à fait capable de faire le travail comme gardien numéro 1. Donc, c'est pas farfelu. Ça serait majeur. Ça serait majeur. Oui. Entre Jake Allen ou Linus Ullmark. Ben, c'est ça. Sur Twitter, Pierre dit Sébastien Ao, mais celui des Islanders. Non, ça se peut. Les Islanders sont quoi? Ils ont glissé, sont à 6 points des séries. Ça regarde mal. Ça regarde très mal, même. Ça semble difficile. Moi, je pense, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pas sûr que... C'est difficile de remonter le classement quand tu as plusieurs équipes à rattraper, là, mais il va falloir, si Patrick veut réussir sa mission, il va falloir qu'il y ait une série de victoires à un moment donné, là, qui survienne, une bonne série. Moi, je pense que ça va aller à l'année prochaine. Là. Ça va lui prendre une série de victoires l'année prochaine. Enfin. Puis je sais pas si Lou va... Il va se débattre, en tout cas. Il va déployer beaucoup d'énergie pour essayer de faire fonctionner ça. Sur Twitter, Benoît, Yoel Armia, ça revient. Yoel Armia, ça revient aussi sur YouTube. Philippe qui le mentionne. François sur YouTube. Pierre-Luc Dubois. Peut-être pas là, mais... C'est pas la date limite des transactions. Les Kings de Los Angeles ont plus besoin de Pierre-Luc Dubois que jamais. Il va mieux, là, soit dit en passant. Depuis la pause du match des Étoiles, il va beaucoup mieux. Mais les Kings, présentement, sont privés de Arvidsson encore, de Kempe également. Ils ont des attaquants top 6 qui sont sur le carreau pour plusieurs semaines. Alors, ça va être important que Dubois se dresse. Alors, c'est certainement pas maintenant. Je pense que les Kings vont l'échanger. Que Dubois se lève. Puis, il y a 2 derniers sur le Gram. Milo et Monstre de Chila. Il faut faire attention quand on lit les noms. C'est un métier, c'est un métier dangereux que j'exerce. Les 2, Pavel Buchnevich, un côté avec les Canucks ou avec les Golden Knights. Ça, ce serait pas... parmi les... Buchnevich, son nom circule quand même. C'est ça. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une surprise. Moi, je pense mon candidat surprise, si on regarde le Canadien, Parce que Marc-Antoine aime ça répondre à la question du public. Oui. Mais t'es le premier public. C'est parce que je trouve que c'est important. C'est fait pour nourrir le débat. Ben oui, absolument. Ma réponse serait Jonathan Kovacevic pour le Canadien. Alors, là... c'est notre seul défenseur. Oui, ce serait une surprise. Oui, mais sauf qu'il y a des équipes qui ont besoin d'aide en défense et qui n'ont pas de place sous le plafond salarial. Fait que aller chercher un joueur qui peut agir comme 6e ou 7e défenseur, qui est sous contrat l'année prochaine. Tu sais, des équipes... Les Canadiens viennent affronter les Panthers de la Floride. Il y a une valeur, Kovacevic. Puis ils ont plusieurs défenseurs qui arrivent en fin de contrat. Fait que tu dis, OK, mais nous, on va chercher à bas prix un gars qui nous coûtera pas cher, qu'on peut mettre sur notre 3e duo, puis qu'on sait qu'on va avoir l'année prochaine. Fait qu'on a une case. Il va occuper une case. Ouais. C'est pratique. Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est pas seulement... J'en parlais avec lui plus tôt cette semaine, puis il me disait... C'est pas seulement à quel point tu es bon, c'est à quel point tu es bon par rapport à ton salaire. Ton salaire, ton cap hit. Alors, dans son cas, c'est intéressant parce qu'il fait moins d'1 million de dollars par an. Kovacevic, trouvaille extraordinaire de l'organisation la saison dernière. Il joue 16 minutes 37 en moyenne dans une équipe de bas de classement qui en arrache défensivement, qui a toutes les misères du monde. C'est lui le leader dans les plus et les moins dans l'équipe chez les Canadiens. Plus 8, il n'y a pas beaucoup de gars qui ne sont pas dans le rouge chez les Canadiens. Il y a des fois, quand ça va mal pour lui dans un match, là, c'est plus difficile, mais de façon générale, il est constant. Là. Il offre un rendement constant, puis c'est un gars avec un bon physique. Bon sang, échangez-le. Il est bon. Il est non, mais tu sais, quand l'image que Martin Saint-Louis avait utilisée, il y a des gars qui sont là pour nous aider à planter des arbres. Puis ils ne profiteront pas de l'ombre. Ils ne profiteront pas de l'ombre. Je ne suis pas sûr quand la brigade défensive va être à maturité qu'il va être encore là, mais... Puis ça semble être un bon coéquipier, un gars réfléchi. Un gars brillant. Tu insères ça dans ton équipe de premier plan, dans le dernier droit, puis tu dis si on a besoin de lui, il va être là, puis il va faire un job correct. Il peut être attrayant. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on va faire avec le choix de 4e tour que ça va rapporter, mais
J'en Tu salive, frétilles. je fais à l'avance. Oui. Bon, il y en a eu des transactions, on va arrêter de spéculer. Il y en a eu deux, dont une tard, en soirée hier. Les Leafs qui ont bougé, qui sont allés chercher Ilya Lyubushkin des Ducks d'Anaheim. Mais avant ça, parlons de Chris Tanev, qui était, lui, sur le tableau. Il était même en haut de classement de la plupart des tableaux. Est-ce que on parlera de la transaction en tant que telle, mais pensez-vous que c'est le domino, là? C'est ce qui va donner le coup d'envoi, parce que c'était tranquille quand même. Vas-y. Ben, en fait, c'est clairement... Ouais. Tout le monde attendait. Au moment où on enregistre, là, ça se passe. Là, Tout le évidemment. monde à travers la Ligue qui ont des défenseurs droitiers à vendre Ouais. attendait que Tanev change d'adresse pour aider à déterminer le prix de leurs joueurs. Matthew Dumba en Arizona. Lyubushkin en était un bon exemple également. Il y a quand même un groupe, il y a un certain groupe parmi les défenseurs qui sont en fin de contrat, mais il y en a d'autres aussi à qui il reste une année. Ça, le calcul n'est pas toujours le même. Mais sauf que c'est une transaction qui est très importante à ce niveau-là, qui a été plus ou moins bien reçue parce que tout le monde s'attendait à ce que les Flames soient en mesure d'aller chercher un choix de premier tour pour Tanev, qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale. Mais j'ai écouté le directeur général Craig Conroy parler, puis lui, d'obtenir le deuxième choix, un choix de deuxième ronde, c'était pas problématique parce que le jeune espoir qu'ils ont obtenu... Ouais. C'est ça la clé, j'imagine. C'est la clé. Alors là, pour eux, se dire, mais entre aller chercher un choix de première ronde à la fin vingtaine ou, Dieu sait, peut-être début trentaine, qui sait, mais disons dans la fin vingtaine, ou bien aller chercher un choix de deuxième ronde, puis un jeune que nos dépisteurs professionnels ont identifié, qu'ils aiment, qui projettent très, très bien. Tu sais, c'est un gars qui a été repêché en deuxième ronde. Et puis, tu sais, tu peux faire comme exercice, dire, OK, si aujourd'hui... Là, tu parles de Grushnikov, là? Oui. Artem Grushnikov. Exact. Ouais. Alors, oui, merci, ça vaut la peine de le mentionner. Oui, Artem Grushnikov. C'est accessoire. A good guy. C'est que si dans ton évaluation au sein de ton équipe, tu dis, ben mettons qu'il était disponible au repêchage cette année, puis qu'on repêchait 26e rang, est-ce que ce gars-là, on le repêcherait? Puis si la réponse est oui, mais dans ta tête, tu vas dire, ben dans le fond, on l'a, notre première ronde. Alors là, tu as ton choix de deuxième, puis tu as également cet espoir-là, qui n'est pas un espoir mirobolant de catégorie A. Là. Il ne faisait pas partie des top espoirs des Stars de Dallas, mais néanmoins, c'est important pour une organisation, quand elle fait confiance à ses dépisteurs, de dire, nous, on est emballés par ce jeune-là, let's go, c'est lui qu'on veut. Alors, sauf que ça rend ça plus problématique pour d'autres équipes qui, elles, vont peut-être convoiter des hauts choix de repêchage au lieu d'aller chercher des espoirs qui sont peut-être 5e, 6e ou 7e dans la liste des espoirs d'une certaine équipe. Alors, moi, à la place du Canadien, par exemple, je me dis certainement que quand ils font des échanges à ce moment-ci, avec la quantité de choix au repêchage qu'ils ont déjà sous la main, ils doivent se dire, nous, on aimerait ça, pouvoir aller chercher un espoir d'une autre équipe encore davantage qu'un choix. Un autre. Ouais. C'est parce qu'un choix, c'est facile à comprendre. T'sais, un choix de première ronde, c'est facile à comprendre. Un espoir qu'on connaît moins, c'est plus nuancé. Ouais. C'est ça. Mais ça diminue le risque. Oui. Ce gars-là a été repêché, il a été développé pendant quelques années, tu l'as vu jouer, ça réduit beaucoup l'incertitude dans ta projection de ce qu'il va devenir. Absolument. Je le disais, les Leafs ont réagi, j'imagine. Tu disais, Marc-Antoine, que c'est la première salve un peu, la transaction de Tanev. Mais ça m'apparaît mince, ou enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui va... en allant chercher Ilya Lyubushkin, je l'ai dit tantôt, mais... Oui, puis c'est son deuxième passage à Toronto aussi. Puis ça n'a pas été hyper concluant la première fois. Tu sais, c'est un gars qui donne des minutes, qui est encore là, défenseur défensif, qui donne des coups d'épaule, mais c'est pas du tout un bon...
c'est pas un bon patineur. Puis on parlait de Kovacevic. C'est un gars de profondeur, à moins d'1 million, c'est le fun, mais Lyubushkin, cette année, gagne au-delà de 2 millions par année. Il a fallu intégrer une 3e équipe dans le décor pour pouvoir compléter cette transaction-là. Il y a eu de la retenue de salaire qui est rentrée en ligne de compte. Fait que c'est pas nécessairement dire « Oh yeah, on a enfin, c'est nous, Voilà, on a remporté le Derby, Lyubushkin. » C'est pas tellement. Quoi qu'il s'en trouve sûrement à Toronto pour tourner ça comme ça. Sauf que c'est ça, il y a des bonnes chances. Enfin, on peut penser qu'il va se passer autre chose. Êtes-vous confiant qu'il va se passer des affaires cette semaine? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transactions qui vont survenir en fin de semaine puis au début de la semaine. La situation par rapport au plafond salarial reste compliquée. Il y a beaucoup de directeurs généraux qui ont besoin d'un autre partenaire pour... Marc-Antoine a fait un excellent article là-dessus d'ailleurs cette semaine, mais il y a beaucoup de directeurs généraux qui ont besoin de trouver un partenaire pour les aider à absorber des salaires et tout ça. Et c'est pas le genre de transaction que tu fais en 5 minutes sur le coin de la table. À 3 heures, avant 3 heures. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de planification derrière ça. Et les directeurs généraux qui veulent aider leur équipe, qui veulent approfondir leur équipe avant le dernier droit, ils font leur devoir. Là, c'est commencé depuis longtemps. Alors, je ne serais pas surpris qu'on voit un petit soubresaut là, au cours des 2-3 prochains jours au niveau des transactions. C'est ça, c'est le temps. C'est le temps, là. J'en profite pour rappeler que vendredi, le 8, on va enregistrer en direct. Ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut, ça? Oui. J'imagine. À 19h, on sera en direct sur YouTube, puis l'épisode sera disponible sur audio. Là. On me dit quelques minutes après. Alors, on m'a dit samedi matin. Ouais. C'est ça. Donc, plusieurs minutes après. Mais entorse, donc, à notre horaire habituel, évidemment, pour s'assurer d'en parler quand ça sera fait. Et non pas pendant que ça se fait comme ça nous arrive trop souvent. Oui, bien, une journée comme celle-là, c'est sûr qu'enregistrer à 9h30, 10h le matin, alors que... Quoique, il y a des bonnes chances que ça se peut très bien qu'entre 9h le matin et 19h le soir, il ne se passe pas grand-chose. Là. Mais au moins, on aura... La saison dernière, c'était pas passé grand-chose. C'est ça, hein? On avait commencé, j'ai réécouté notre épisode de l'année passée. Ah ouais? On avait commencé en rigolant en disant il ne s'est rien passé la journée. Et voici notre analyse. On est cabotin. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut... Je pense que le Canadien avait de grandes ambitions par rapport à la date limite des transactions cette année pour pouvoir vraiment se donner un nouvel élan puis pouvoir mieux monnayer ses joueurs que la saison dernière. Ça a été fait, je pense, de brillante façon avec Sean Monahan, mais... ça s'annonce quand même relativement tranquille parce que je pense pas que le Canadien va être en mesure de pouvoir échanger Tanner Pearson. Jake Allen, autant on en a parlé tout au long de la saison, ça rentre dans c'est devenu ça rentre dans la colonne des surprises si ça se produit à ce moment-ci. Ouais. Je pense que ça va aller davantage à cette Mais il est sur le tableau. Je l'ai vu sur le tableau. Oui, bien écoute, ça demeure un nom, ça demeure un gardien de but que tout le monde connaît, dont le salaire est... il y a moyen de faire fonctionner ça. Ouais. C'est plus facile que le contrat de John Gibson, par exemple. Là, est-ce que ça fonctionne encore par fax? À 3 heures, il faut envoyer un fax à la Ligue? Non. Je sais pas. Ouais. C'est le folklore suggère. C'est le folklore, oui, parce que c'était ça souvent. Là, oui. Je pense que c'est juste dans le système de santé québécois qu'on utilise encore des fax. Je pense que tout le reste de la planète... C'est là que je m'en allais. C'est ma joke! Oh. OK. Non, fais-la. Tu fais là. Non, fais ta joke. Fais-la. Non. On aura l'occasion... checkons ça. Vendredi prochain, on vous revient. C'est sûrement un courriel, là, j'imagine. Non, mais il n'y avait pas l'histoire de Pierre Dorion, là... qui avait omis un détail il avait comme pas envoyé les détails des équipes. Non, en fait, c'est Dale Talon avec les Blackhawks de Chicago. Sa liste, ça, c'était les joueurs... La liste des joueurs qui souffraient, il offrait des offres qualificatives. C'est ça. Ouais. Non, mais Dorion... Dorion, il y a eu une controverse la saison dernière. Ils ont perdu un choix de première ronde parce qu'ils n'avaient pas mis les équipes, la liste des équipes où est-ce que... Yevgeny Danonov voulait pas aller, sa clause de non-échange. C'était pas dans le fax, en tout cas dans le formulaire. Non, ça m'intéresse, comment ça marche, le formulaire. La feuille était restée prise dans le rouleau. Ouais, ça fonctionne pas. Okay. Bon, Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Ah oui? Oui.
On en a 2. Alors, ouais. c'est pour ça que les gars lâchent pas. Ils sont sur le... L'autre, il est jeune, puis fringant, puis il y a une fier à coiffe. part de ça. Il est récemment auréolé. Auréolé? Ah oui, auréolé. Auréolé. D'un Jules Fournier. Moi, je suis plus olé, lui, il est plus auréolé. Voilà! Chacun vos Chacun syllabes. nos forces. C'est ça. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça me fait grand plaisir, messieurs. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. C'était un plaisir encore une fois. Jacques-Alexis Bernardin est l'homme derrière ce balado. Il est le signataire, le producteur, le réalisateur. Il a tous les chapeaux. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Et n'oublions pas le créateur qu'on recherche. Et appel au créateur. Fais-nous signe, créateur, puis on va te rendre ce qui t'est dû. Merci au créateur pour faveur obtenue. Je m'appelle Alexandre Paul. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.